Bonjour, je m'appelle Joanne Veilleux. Dans le cadre du cours Épistémologie et méthodologie qualitative, j'ai décidé de vous parler de l'analyse du discours. J'ai un baccalauréat en communication et une maîtrise en études internationales. Et l'analyse du discours simplement me semblait une suite logique de mes antécédents scolaires et professionnels. Et c'est aussi en lien avec mes intérêts pour la communication, l'écriture et le langage. Donc, autant que possible, j'ai essayé de respecter la structure suggérée pour ma présentation. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de l'historique de l'analyse du discours, comment ça s'est implanté, comment ça s'est transformé au fil du temps. Je vais aussi vous présenter une définition de ce qu'on entend par discours et aussi par analyse du discours. Dans un troisième temps, je vais vous parler de la mise en œuvre, donc l'aspect plus opérationnel de l'analyse du discours, comment ça se met en pratique, autrement dit. Euh, L'interprétation fait partie de la mise en œuvre, mais c'est aussi indissociable de la critique. Donc, elle va m'emmener doucement, l'interprétation va m'emmener doucement vers la critique. Et en dernier lieu, je vais vous présenter quelques avantages que présente l'analyse du discours. Donc, c'est d'abord le linguiste Zelig Harris qui a utilisé pour la première fois dans les années 50 l'expression discourse analysis. Dans cette expression, le mot discours désignait une unité linguistique qui est constituée de phrases, donc grosso modo un texte. Il n'y a pas de personnalité équivalente à Durkheim ou à Bourdieu en sociologie, par exemple, en analyse du discours. Donc, il n'y a pas de personnalité reconnue par l'ensemble de la communauté. C'est ce qui fait dire à certains chercheurs, même si tous ne s'entendent pas là-dessus, que l'analyse du discours n'est pas une discipline, mais plutôt une méthode ou une méthodologie. Euh, Cela dit, il y a quand même des chercheurs dont le nom revient fréquemment quand on commence à étudier l'analyse du discours. Et je pense notamment au français Michel Foucault, Michel Pêcheux, au russe Mikhail Bakhtin. Et quand il est question plus précisément d'analyse critique du discours, les noms de l'anglais Norman Freklow et du néerlandais Van Dijk reviennent fréquemment parmi plusieurs autres. Donc, le champ de recherche qui est l'analyse du discours s'est d'abord installé dans les sciences du langage dans les années 60. Mais rapidement, les sciences humaines ont commencé à s'intéresser à l'analyse du discours et en particulier l'histoire et la sociologie. Mais cet intérêt des sciences humaines pour l'analyse du discours a été au départ plutôt conflictuel. Il faut dire que quand est née cette méthode dans les années 60, les forces politiques étaient en pleine reconfiguration, notamment en France, où l'analyse du discours a pris son essor. Donc, les mouvements de gauche remportaient avait de plus en plus de succès, puis on devenait de plus en plus critique de la société de consommation, par exemple. La linguistique, quant à elle, avait tendance à analyser des textes plutôt prestigieux, alors que les sciences humaines s'intéressaient davantage à des textes, disons, de faible prestige, par exemple des questionnaires d'enquête, des entretiens, des articles de presse ou pour les historiens des archives. Euh, on reprochait donc aux linguistes de servir les intérêts des classes dominantes, alors que les historiens et les sociologues portaient attention aux classes dominées. Donc, cette relation conflictuelle a teinté l'ensemble des années 70 et c'est dans les années 80 que le champ de recherche qui est l'analyse du discours s'est mondialisé. En témoigne l'ouvrage de Van Dijk, l'ouvrage collectif de Van Dijk intitulé Handbook of Discourse Analysis, qui rassemble des travaux très divers menés de part et d'autre de l'Atlantique. En 1980, on assiste aussi à l'essor de l'informatique et c'est ce qui explique en partie qu'on s'intéresse de plus en plus notamment à l'interdiscours qu'on peut définir très simplement comme un ensemble de discours. Dans les années 90, on assiste à un nouveau mode de collaboration entre la linguistique et la sociologie
qui fait dire à des auteurs comme Francine Mazière que la linguistique repère, caractérise et classe à l'aide de ces grilles grammaticales ce que la sociologie valide ou non, organise puis interprète à l'aide de ces grilles sociologiques. Donc, en évoluant, l'analyse du discours a un peu perdu sa fonction militante, mais c'est aussi elle est de plus en plus marquée par l'interdisciplinarité. Aujourd'hui, c'est une méthode utilisée autant par des chercheurs de sciences politiques, sciences de la communication, sciences de l'éducation, psychologie. Au fil de mes lectures, j'ai pu constater aussi qu'il y a plusieurs chercheurs en gestion et management qui s'intéressent à l'analyse du discours. Euh, Si effectivement l'analyse du discours a perdu sa fonction militante, c'est peut-être l'analyse critique du discours qui en a hérité, parce qu'elle s'intéresse plus particulièrement aux inégalités sociales et aux discriminations. Et j'ajouterais par ailleurs que euh, la notion de pouvoir est jamais très loin quand il est question d'analyse du discours, c'est même assez lié. Donc, quand on parle de fonction militante, oui et non. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on entend par ce mot que j'ai répété déjà à de nombreuses reprises? Donc, que veut dire le mot discours? En fait, d'entrée de jeu, je mentionnerais qu'il existe de multiples définitions du mot discours, sans aucun doute parce qu'il y a plusieurs disciplines qui s'y intéressent et que chacune appréhende la nature du discours d'une manière différente. J'ai essayé de me concentrer un peu plus sur ce qu'on entend par discours en sociologie. Foucault est un chercheur qui s'est beaucoup intéressé au concept du discours, qu'il a introduit dans son ouvrage L'archéologie du savoir, publié en 1969. Et pour un chercheur comme Foucault, le discours ne représente pas un concept linguistique. Ce qui l'intéresse plutôt, ce sont les règles et les pratiques qui produisent des énoncés doués de sens. J'ai retenu une définition de Phillips et Hardy que je trouvais particulièrement intéressante et qui va comme suit. Donc, on définit le discours comme un ensemble interrelié de textes et comme les pratiques associées à leur production, dissémination et réception qui font exister un objet. Et j'insiste sur la dernière partie de la phrase, exister un objet, et je vais y revenir très bientôt. Donc, de manière générale, on peut dire que les sociologues s'intéressent au discours sous sa forme verbale surtout, qu'il soit écrit ou parlé. Les discours spontanés ne sont pas automatiquement exclus, mais la tendance est plutôt à étudier, en sociologie, la tendance est à étudier des discours produits dans le cadre soit d'entretien ou de discussion de groupe, donc des discours induits par des méthodes de recherche sociale. Euh, le discours, par ailleurs, est interactif, c'est-à-dire qu'il engage deux ou plusieurs partenaires. C'est ce qui fait dire d'ailleurs à Francine Mazière que le discours est collectif. Donc, même quand un discours est énoncé, sans la présence d'un destinataire, ou même si le destinataire est présent, mais il semble passif, le discours est toujours interactif. Donc maintenant, quand on parle d'analyse du discours en sociologie, à quoi on s'intéresse en particulier? On s'intéresse au lien, à ce qui unit le discours et le social. Donc, plutôt que de percevoir le discours comme un miroir de la réalité, on le perçoit comme un élément qui construit la réalité. Donc, ça nous ramène à la définition de Phillips et Hardy. Donc, le discours est orienté vers l'action et il construit la réalité sociale. Donc, les mots auraient une action structurante sur le monde. Euh, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand on analyse le discours, on s'intéresse aux relations de pouvoir. Ce serait même peut-être un pléonasme de dire que l'analyse du discours est politique. L'analyse du discours est toujours politique. Donc, en analyse du discours, on tend à croire que la parole a un pouvoir et que parler est considéré comme une forme d'action sur autrui.
Maintenant, en pratique, comment analyse-t-on le discours? Encore une fois, il existe une multiplicité d'approches et de méthodes utilisées dans les recherches, donc il n'y a pas de recette prête à l'emploi. Donc, c'est crucial dès le départ là, de bien définir son objet d'étude, sa question de recherche et le terrain empirique. Idéalement, il faut choisir un terrain dans lequel les données du discours présentent un potentiel, et évidemment, en termes de contribution. Idéalement, également, on collecterait le plus grand nombre de textes analysés avec le plus de finesse possible. Euh, Cela dit, il y a une notion en analyse du discours qui est primordiale et c'est celle de corpus. Dominique Manguenot définit le corpus de cette façon. Un corpus peut être constitué d'un ensemble plus ou moins vaste de textes ou d'extraits de textes, voire d'un seul texte. C'est donc un recueil de textes. Pour Francine Mazière, le corpus est aussi un observatoire qui permet de révéler le discours qu'on cherche à interpréter. On peut donc répondre à quelques questions pour nous aider à constituer un bon corpus de textes. Par exemple, quels sont les textes les plus déterminants qui participent à la construction de la réalité sociale que je souhaite appréhender? Quel est le contexte de production de ces textes? Y a-t-il un rapport de pouvoir dans la production, diffusion et consommation de ces textes? Est-il possible de justifier les choix qui ont permis la constitution du corpus? Et finalement, ça semble évident, mais il faut quand même se poser la question, est-ce que l'analyse des textes est faisable? Donc, une fois le corpus constitué, on cherche en quelque sorte à briser la linéarité du texte. Puis ici, on s'inspire beaucoup de Zelig Harris, pour qui l'analyse du discours, c'était essentiellement un exercice de décomposition. Donc, on va segmenter le texte, on va rechercher des mots pivots ou des mots clés qui ont une certaine pertinence historique. On va rechercher des catégories grammaticales, on va chercher à découvrir des régularités, mais aussi des ruptures qu'on ne pourrait pas nécessairement déceler par une simple lecture. Je l'ai dit plus tôt, à partir des années 80, on assistait à l'essor de l'informatique et je disais aussi que dans l'idéal, on analyserait un grand nombre de textes. Puis c'est un peu ce que permet maintenant, ce qui a permis depuis les années 80 l'apparition de nombreux logiciels de ce qu'on appelle la lexicométrie. Donc, ce sont des logiciels qui permettent de transformer le texte en une série de données et ça permet donc d'analyser des corpus beaucoup plus importants. Cela dit, c'est un couteau à deux tranchants, l'informatique, parce que aujourd'hui, tout est numérisé ou presque, donc ça devient plus difficile de dresser en quelque sorte le périmètre de notre corpus. Donc, une fois que notre texte, notre corpus a été constitué, qu'on a décomposé notre texte en différentes catégories, il existe trois niveaux d'analyse, soit l'analyse textuelle, l'analyse contextuelle et l'interprétation. Je le dis d'entrée de jeu, il ne s'agit pas d'une analyse linéaire, mais bien circulaire. Donc, en analyse textuelle, on se concentre d'abord sur l'énoncé. Il arrive qu'on confonde le mot énoncé avec le mot discours, mais une façon de les distinguer, c'est en disant que l'énoncé est une donnée, alors que le discours est plutôt une quête poursuivie par la mise en corpus. Les termes insécurité ou mondialisation utilisés dans un contexte particulier sont des exemples d'énoncés. La chercheuse Alice Craig Plank a aussi démontré comment, dans le contexte des guerres yougoslaves des années 90, la formule purification ethnique sert à décrire les enjeux de valeur qui sous-tend le conflit yougoslave. L'articulation entre discours et contexte social, c'est fondatrice. Elle est fondatrice de l'analyse du discours, selon les auteurs Auger et Olivier Yaniv.
Et qu'entend-on par contexte? Le contexte, essentiellement, c'est l'espace dans lequel le discours a émergé et dans lequel il acquiert un sens. Donc, l'analyse contextuelle, essentiellement, c'est étudier le rapport entre la structuration des textes et les lieux sociaux. Attention, par contre, la notion de lieu social ne doit pas être appréhendée d'une manière sociologique. Par lieu social, on entend par exemple un parti politique ou une doctrine religieuse. Donc, encore une fois, il y a certaines questions qu'on peut se poser pour analyser le contexte. Par exemple, quel est l'impact du discours? Qui produit ce discours? Quelles en sont les motivations? Comment le discours est construit pour atteindre certains objectifs? Quelles sont les ressources qui permettent aux acteurs de parler et éventuellement de rendre leur parole légitime et efficace? Et finalement, quel est l'apport d'intentionnalité ou de routine dans le discours? Donc, une fois l'analyse textuelle et contextuelle effectuée, on passe à l'interprétation. Interpréter essentiellement, c'est chercher à expliquer le discours. L'interprétation est présente tout au long du processus d'analyse et c'est d'ailleurs ce qui inspire une critique qui est adressée à l'analyse du discours. En fait, tout au long du processus d'analyse du discours, le chercheur fait des choix. Le seul fait, par exemple, de s'intéresser à des textes plus qu'à d'autres, c'est déjà prendre position. Donc, derrière l'objectivité apparente des analyses textuelles, il y a au moins un sujet qui sélectionne les textes qui vont composer le corpus, un sujet qui lit les textes, sélectionne les éléments qu'il considère parlants, pertinents, et un sujet qui établit les relations, les significations pertinentes. Par ailleurs, quand on analyse le discours, on prend aussi le risque d'aller au-delà du discours, d'aller chercher derrière, dessous, au travers, une réalité qui serait une représentation. Donc, par l'interprétation, on risque de donner au discours un nouveau sens. Donc, on reproche parfois à l'interprétation d'être arbitraire ou peu fondée. Aussi, quand on fait de l'analyse du discours, on cherche en quelque sorte à passer d'une certaine hétérogénéité du corpus pour lui donner une certaine homogénéité. Puis il est risqué dans ce processus-là de faire des amalgames ou des interprétations trop simplistes. Cela dit, l'interprétation peut être objectivée, notamment grâce à des méthodes comme on a vu dans le cours, en formulant par exemple l'interprétation de manière explicite. Finalement, l'analyse du discours présente certains avantages. Une chose qu'on peut souligner, c'est la grande diversité des objets et des questionnements dont l'analyse du discours est à même de s'emparer. Une chose intéressante aussi de l'analyse du discours, c'est qu'elle peut permettre une réflexion non seulement sur le discours étudié, mais aussi sur son envers, soit l'inénonçable, les non-dits. Finalement, j'ajouterais qu'une réflexion approfondie sur les mots, comme le permet l'analyse du discours, peut participer à donner aux mots un sens qui s'éloigne du sens commun, un peu comme on en a parlé dans le cours, cette idée d'objectiver la sociologie en donnant un nouveau sens aux mots utilisés. Donc voilà, ça conclut ma présentation. Je vous remercie infiniment de m'avoir accordé votre attention. J'en profite en concluant de vous présenter certains des ouvrages que j'ai utilisés pour préparer ma présentation. Voilà, merci.